Bonjour, je suis syndicaliste dans l'éducation nationale, dans le service public d'éducation et observateur de ce système éducatif français depuis 40 ans. Cette vidéo s'intéresse en fait aux effets induits par l'Union européenne sur le système éducatif français, en particulier le secondaire et plus particulièrement d'ailleurs le lycée, même si pour comprendre ce qui s'est passé notamment depuis ce qu'on appelle la réforme Blanquer, donc c'est 2018. Il faut faire un détour par les grandes manœuvres européennes qui ont lieu dans l'enseignement supérieur au tournant des années 2000. On verra que la réforme de l'enseignement supérieur va par effet de cascade avoir des conséquences fondamentales sur l'orientation en 2018, et donc le bac, et donc la réforme du lycée. Bon, on pourrait nous objecter que tout ça ne relève pas des décisions européennes et que l'éducation est du ressort de chaque État membre. Bon, mais institutionnellement, les choses sont quand même très claires. L'Europe se mêle d'éducation par le biais de son traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et puis tout simplement il y a un commissaire européen, donc un ministre de l'éducation et de la culture depuis 1999. Et puis il y a un autre levier très puissant, celui-là, qu'il faut jamais perdre de vue quand on s'intéresse aux questions européennes, qui est le levier du lobbying, qui est très déterminant dans la mécanique européenne, qui joue un rôle déterminant. Et en matière d'éducation, dès le début des années 80, la table ronde des industriels européens va, c'est comme ça qu'elle s'appelle, s'intéresser de très près à cette économie de la connaissance, et elle finira par avoir gain de cause, puisqu'elle va véritablement inspirer, à partir de l'an 2000, la fameuse stratégie dite de Lisbonne. Dans le secondaire, cette convergence vers ce qu'on pourrait appeler un standard européen résulte, me semble-t-il, de trois logiques. La plus souterraine, si je puis dire, est une logique budgétaire qui n'est pas nouvelle, puisque on peut dire que depuis le traité de Maastricht de 92 et surtout le pacte de stabilité de 97, pacte de stabilité qui se renforce un petit peu à chaque fois, nous subissons, dans les services publics, en général, la santé, l'éducation, des cures d'austérité qui font qu'à chaque réforme, avec un habillage pédagogique un petit peu en trompe-l'œil, les réformes, il y en a eu tous les 10 ans dans le secondaire, enfin en tout cas au niveau du lycée, on constate que ça permet des économies d'échelle, que tout ça se fait à moyens constants, et que petit à petit, les salaires sont figés, le point d'indice est bloqué, le nombre d'élèves par prof augmente, et tout ça est quand même destiné à permettre de faire des économies, à tel point par exemple que la dernière réforme du bac a été vendue comme étant un moyen de faire des économies sur le baccalauréat qui aurait coûté trop cher. En fait, ce qu'on a réussi on a fait vraiment des économies sur la qualité qualificative du bac, puisqu'avec le contrôle continu, désormais le bac vaut ce que vaut le lycée dans lequel vous le passez, et donc quelquefois on n'est pas tellement gagnant. Donc ce levier budgétaire, il a pas dit son dernier mot, puisque ça ne vous aura pas échappé, on est à nouveau sous le coup d'une procédure européenne pour déficit excessif, et que donc on en prend pour 5 ans. C'est donc pas seulement le budget 2025 qui demande d'économiser 50 milliards, c'est pas seulement Bayrou qui aurait décidé que le budget 2026 nécessiterait une économie de 40 milliards, d'ailleurs ça sera pas 40, ça sera plutôt 50, et on sera même peut-être au-dessus, et c'est pas seulement pour 2025 et 2026, c'est jusqu'en 2029. Bon, et que donc on va quand même pas à chaque fois être victime d'un effet de surprise, on s'en prend pour 5 ans. Donc les contraintes budgétaires et les effets délétères que ça va avoir sur l'éducation, évidemment, c'est une des influences majeures de l'Union européenne, là, sur les services publics en général et l'éducation en particulier.
Le levier, qui celui-là est plutôt descendant, si je puis dire, vient de l'enseignement supérieur. En fait, les grandes manœuvres des années 2000, pour faire simple, c'est la stratégie de Lisbonne en 2000, qui veut faire de l'Europe la première économie au monde, mondiale de la connaissance. Donc c'est un processus qui n'est pas que européen, qui s'inscrit dans un marché mondialisé, où dès d'ailleurs 1995, on voit bien que l'Europe a négocié au sein de l'OMC pour que il y ait un accord général sur le commerce des services, et que dans ces services, il y a l'éducation, il y a la santé. Bon, donc en fait, tout ça, évidemment, n'est pas que européen, mais l'Europe ne nous a pas du tout servi de parapluie, elle a plutôt fonctionné comme un cheval de Troie, et même comme un tremplin pour toutes ces opérations. On pourrait même dire que ces réformes, par exemple, qu'on pense à la LRU qui avait déclenché des grèves mémorables en 2009, par exemple, dans les universités. Ces lois qui nous vendaient en fait une autonomie de l'université financière aboutissaient à une espèce de révolution copernicienne ou de contre-révolution copernicienne, si on en croit une conférence très intéressante qu'avait donnée Geneviève Azam en 2009 à Toulouse, me semble-t-il, en plein mouvement de contestation de la loi LRU, où elle disait assez justement, me semble-t-il, que tout le système éducatif qui gravite historiquement depuis la naissance de l'université au Moyen-Âge, qui gravite historiquement autour des Lumières et de la raison, se met à changer d'orbite et se met à graviter autour, au fond, du marché. Et c'est pas tout à fait la même chose. La connaissance n'étant pas une marchandise comme les autres, c'est même pas une marchandise du tout, parce que si je te la vends, finalement, je perds ce que je t'ai vendu, mais la connaissance que je t'ai transmise, je la garde. Et donc, elle s'additionne, elle ne se soustrait pas, c'est pas une marchandise. Bon bref, tout ça a été assez intelligemment expliqué. Et je me souviens que dans cette conférence de Toulouse, cette conférencière économiste par ailleurs disait attention, ceux qui défendent la LRU, vous avez encore il y a encore deux choses à mettre en place pour que vraiment les universités européennes puissent être jouées à concurrence égale avec les grandes, dans le grand marché international. Il faut que on libéralise les frais d'inscription. Alors, c'est pas encore tout à fait fait, mais on voit bien quand même que pour les étudiants étrangers, on y pense très fort. Et il faut que les universités puissent choisir leur public. Et ben ça, c'est Parcoursup. Et nous en venons donc au troisième levier, qui est la réforme du secondaire. On a tous été surpris en 2018-2020 de voir que cette réforme nous tombait dessus par le haut. C'est-à-dire que c'était pas une réforme du lycée, puis du bac, puis de l'orientation. C'était une réforme de l'orientation, puis du bac, puis du lycée. Ça tombait du haut. Et la réforme de l'orientation, c'est quoi? Alors on a vendu ça aux familles en disant vous allez pouvoir choisir. Parcoursup, c'est ça. On choisit les établissements scolaires pour faire des études supérieures. En fait, petite nuance, on choisit ceux qui ensuite nous choisissent. Et Parcoursup permet non seulement de gérer la pénurie, puisqu'il n'y a pas suffisamment de place dans le supérieur, mais ça, et donc de renvoyer la faute vers les étudiants qui auraient fait des recherches infructueuses. Donc en fait, on a transféré la faute vers les usagers. C'est une manière un petit peu sadique de pas assumer le fait qu'on n'a pas assez de place dans le supérieur, mais surtout, c'est bel et bien une manière de se faire choisir. C'est donc bien ces trois logiques là qui permettent de comprendre comment on en arrive à un effet sur le secondaire. Je dirais que le troisième et dernier aspect, c'est ah oui, j'ai oublié quand même que cette économie de la connaissance va se traduire par une défiscalisation du marché éducatif, de toutes les officines privées non confessionnelles qui nous vendent du soutien scolaire à gogo, qui font du coaching pour préparer le grand oral, etc., etc. Et dans cette formation tout au long de la vie qui était portée par le RT, c'est-à-dire cette table ronde des industriels dès les années 80, il y avait cette idée que il fallait transformer en marchandise ce bien commun et non marchandisable qu'est la connaissance, et donc on a développer finalement un marché des compétences. Et l'exemple le plus flagrant, c'est le fameux TOEIC anglais qui permet alors qui est obligatoire dans un grand nombre d'écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire que si on n'a pas le TOEIC, on ne peut pas valider son diplôme.
Et on vend une certification, donc c'est pas gratuit du tout, hein, c'est dans les 160 €, mais non seulement on vend la certification, mais alors là c'est un comble, c'est une certification qui est très vite frappée d'obsolescence programmée, c'est-à-dire que c'est pas une certification à vie, un diplôme, le bac on l'a à vie, les certifications TOEIC, c'est périssable. Et on est donc amené à les repasser, je crois, tous les 5 ans. Enfin, et les formations elles-mêmes sont financées, enfin, se monnaient. Donc il y a un business évidemment très juteux. Dernier levier, je dirais, c'est plutôt un levier horizontal. C'est-à-dire, quand on a vu arriver cette réforme du lycée, on a compris que les commissions qui avaient travaillé à l'élaboration de tout ça, et puis finalement les décisions des ministres et du ministre de l'époque, ont fait leur marché un petit peu en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Enfin, on voit qu'on a dans le bac Blanquer un petit peu du modèle allemand, le contrôle continu, un petit peu du modèle anglais, le bac à la carte, un petit peu du modèle italien, le fameux grand oral, le colloquio italien, puis la petite touche française, la French touch, la philo, qui reste isolée dans l'épreuve finale avec... alors, les profs de philo ont très vite déchanté, en constatant quand même que c'était un enterrement de première classe, que cette épreuve qui est décrochée de tout le reste, que les gens passent quand même un petit peu, prenant ça par-dessus la jambe. Donc finalement, non seulement il faut sortir de l'illusion qu'il y aurait un choix en aval, c'est-à-dire que les lycéens en fait ne choisissent pas vraiment les études qu'ils vont faire plus tard, puisque maintenant le système est tel que ce sont les grandes écoles qui choisissent leurs candidats. Et il y a une autre illusion qui est le lycée à la carte, où on croyait qu'on allait pouvoir faire tous les menus possibles. En fait, on s'est rendu compte très vite qu'on reconstituait, bon an mal an, les séries, avec tous les travers garçons-filles, les garçons plus représentés dans les spécialités de mathématiques et les filles plus représentées dans les filières littéraires type HLP. Et même chose aussi d'ailleurs pour la ségrégation sociale. Enfin, on voit bien que les CSP les plus modestes se retrouvent plutôt à faire des humanités, alors que les CSP supérieurs se retrouvent plutôt à faire des maths. Conclusion de tout ça. Au fond, les militants que nous sommes, on se retrouve porteurs d'un projet de société, d'un projet ici éducatif. On a au fond le choix entre deux options, ou bien on adapte ce projet éducatif aux impératifs européens, ce que malheureusement ont décidé de faire un certain nombre de centrales syndicales, quitte à soumettre et finalement à sacrifier le modèle dont on est censé être les défenseurs. Alors, en nous expliquant bien sûr que l'Europe, on ne pourrait pas la quitter parce que ce serait la catastrophe absolue, et que non seulement on ne peut pas, mais qu'on ne doit peut-être pas non plus la quitter à un moment où elle est dans un contexte géopolitique menacée de toutes parts. Et on voit bien qu'il y a une espèce d'union sacrée, implicite, voire même explicite parfois, des centrales syndicales qui consiste à dire c'est pas le moment tout à fait de ruer dans les brancards. On va pas jusqu'à dire tous derrière Macron, tous derrière l'armée européenne, tous derrière Van der Leyen, mais bon, l'heure n'est pas vraiment à penser à un Frexit, puisque finalement les centrales syndicales se sont embarquées dans une lecture géopolitique quand même qui est un peu erronée, puisque elles se sont convaincues que nous étions sous la menace de néo-impérialisme, dont un néo-impérialisme russe, en oubliant quand même ce qui s'est passé dans les années 90, puisque depuis la chute de l'URSS, si on observe un tout petit peu ce qui s'est passé quand même en Europe centrale, eh bien, il y a un vaste repartage, pensez à la Yougoslavie, et pensez même à des interventions militaires de l'OTAN sans mandat de l'ONU en 99, donc s'asseoir sur le droit international, on n'a pas attendu après Poutine, et il fallait quand même s'attendre tôt ou tard, en progressant vers l'Est, de tomber nez à nez avec ceux, les Russes, à qui on avait promis quand même en 89 que l'OTAN ne s'engagerait pas d'un pouce vers les frontières russes. Bon, donc tout ça quand même est
est un peu décevant de voir l'analyse géopolitique lamentable que font certaines organisations syndicales et qui les oblige du coup à boire la coupe jusqu'à la lie et à considérer que l'heure n'est absolument pas à la sortie de l'Europe. L'autre possibilité qui s'offre à nous, c'est de faire l'inverse. Et c'est précisément cette voie-là que je propose ici de soutenir, c'est d'adapter, alors plutôt que d'adapter notre projet éducatif, notre projet de société, notre projet politique à l'Europe, voyons si notre projet communiste, socialiste, notre projet commun est compatible, est euro-compatible. Et évidemment, j'ai quelques doutes sur cette eurocompatibilité, mais c'est en tout cas à l'Europe de s'adapter à notre projet et pas à notre projet de s'adapter à l'Europe, et au risque que ça marche pas, au risque que on soit amené à des formes de désobéissance ponctuelle ou moins ponctuelle, voire définitive, mais ne lâchons pas le projet qui fait le sel de nos programmes éducatifs, politiques, sociaux, ou alors la gauche est inodore et sans saveur, et elle n'a que ce qu'elle mérite, finalement, à force de nous convaincre, cette gauche, qu'on ne peut pas sortir de l'Europe, et à force de prouver, quand elle exerce le pouvoir, qu'on ne peut pas, à l'intérieur de l'Europe, mener des politiques sociales, elle finit par obtenir ce qu'elle mérite, eh bien, la désertion des urnes, et les gens se tournent vers la droite, et la droite extrême. Donc notre responsabilité, c'est de sortir de ce blocage, en réclamant un référendum de clarification 20 ans après le non du 29 mai 2005, en expliquant sans relâche aux gens de bonne volonté que, à force de boire le poison, enfin la coupe jusqu'à la lie, c'est plus un syndicalisme saute-mouton qu'on va avoir en face de nous, c'est un syndicalisme tonte-mouton. On se fait tondre et on mesure, finalement, on négocie la longueur des chaînes. On est tous, en quelque sorte, devenus des syndicalistes sur le modèle de la CFDT, sur le modèle de la CES au niveau européen. On négocie, finalement, des reculs. Alors, oui, on préférerait 60 ans à 62 ans. Ah, c'est pas possible. On préférerait 62 ans à 64 ans pour la retraite. Ah, c'est pas possible non plus. On préférerait 64 ans à 67 ans. Et c'est comme ça partout. Et quand on aura été totalement tondu, on sera bien obligé de se dire que l'Europe, il faut en sortir pour ne pas y rester, comme on aime à le répéter au PRCF. Et puis enfin, et c'est l'objet de cette chaîne YouTube, c'est de quand même aussi un petit peu donner le mode d'emploi, pas l'objet de cette vidéo, mais c'est pas l'article 50 qui doit être privilégié. On a vu ce que ça donnait en Angleterre, et évidemment c'est pas une sortie par la droite qui doit être au cœur d'un projet socialiste, c'est une sortie par la gauche, c'est une sortie de l'Europe et du capitalisme dont elle est le nom, finalement. Voilà, merci de votre attention.